J'ai proposé à Quentin Deluermos, qui est historien et membre du comité de rédaction de Sensibilité, de vous présenter les 2 premiers numéros de cette revue qui est parue il y a un an à peu près, donc en novembre 2016. Comme le titre le suggère, donc Sensibilité, c'est une revue qui cherche à s'emparer de la question des affects, qui a été longtemps négligée par les sciences sociales, puisque en quelque sorte elles remettaient en cause leur scientificité. Et pour nous, dans le cadre de ces rencontres, il était important de soulever cette question de l'implication subjective du chercheur, parce que c'est une question qui permet d'emblée d'écarter une opposition trop simpliste entre la subjectivité de la recherche artistique et l'objectivité de la recherche scientifique. Je pense qu'au contraire, quand on veut interroger le rôle des affects dans la fabrication et dans la transmission des connaissances, on ouvre un champ de recherche, un terrain de recherche qui est de plus en plus partagé par des artistes et des chercheurs en sciences sociales. Donc, après, une autre caractéristique de cette revue qui nous avait particulièrement intéressés, c'est que c'est une revue qui cherche à confronter différentes démarches de compréhension, différentes formes d'écriture et de récit, et donc qui mélange l'essai, l'article plutôt universitaire, avec des notes, avec des contributions manuscrites, avec des récits photographiques, avec de la BD. Et donc cette expérimentation-là aussi nous intéressait dans le cadre de ces rencontres. C'est un objet lui-même très beau, avec un travail graphique extrêmement soigné. Et donc voilà, c'est pour ça que nous avions envie de vous parler de cette revue. Et donc, Quentin, merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être que tu peux commencer par nous dire simplement quelques mots sur les préoccupations qui sont à l'origine de ce projet, et puis présenter aussi un petit peu l'organisation de la revue, de ses rubriques. Voilà. D'accord. Bonjour à tous. C'est bon, vous m'entendez bien? Comme ça, c'est mieux? Là, ça va? Parfait. Bon, tout d'abord, je voudrais remercier le Centre Norbert Elias, l'École d'Art, le MUSEM pour cette invitation à venir présenter cette revue qui, effectivement, trouve assez naturellement sa place dans le programme qui a été proposé. Ce que je vous propose pour commencer, c'est juste vous raconter d'où on est parti. Puis après, on pourra nourrir la discussion. Au départ, c'est d'abord un groupe d'amis, en fait, qui est à l'origine de cette revue, et avec un désir partagé, qui est que derrière cette question des sensibilités, on a une question qui est à la fois majeure et en même temps sous-travaillée par les chercheurs. Alors, je m'explique un petit peu. Qu'est-ce qu'on entend par sensibilité ? En fait, ça va être l'étude des manières de sentir et de ressentir dans une société donnée, c'est-à-dire que ça va aller de la culture sensorielle, la hiérarchie des sens, l'étude des émotions, l'étude des sentiments, l'étude des systèmes d'appréhension du monde, le rapport au temps, à l'espace qui évolue, comme vous savez. Et le constat de départ, c'est que ces sensibilités évoluent dans le temps et dans l'espace. C'est la variabilité, en quelque sorte, des sens qui nous intéressaient. Je vous donne juste un exemple très célèbre qui vous montrera que ce n'est pas une question très neuve. Marcel Mauss, dans un texte qui s'appelle « L'expression obligatoire des sentiments », étudie un rite australien dans lequel, au moment de la mort d'un des leurs, les gens pleurent énormément. Il y a une espèce d'ostentation des larmes. Donc il interroge ça, il dit voilà, c'est un rituel, mais au fond, est-ce que les gens sont vraiment tristes ou pas? Est-ce que c'est une bonne question? Qu'est-ce que signifie le fait que nous, on essaie de retenir nos larmes, etc., etc. Je vous rappelle par exemple que dans Homère, l'Iliade et l'Odyssée, les héros pleurent beaucoup. La larme est virile dans l'Antiquité grecque, alors qu'aujourd'hui, on entend parfois que ça serait quelque chose qui ne collerait pas avec les canons actuels de la virilité. Donc vous voyez, le rapport au sens, aux sentiments, aux émotions change dans le temps et ça pose d'énormes problèmes dès qu'on creuse un petit peu. Ça veut dire qu'en fait, on a à la fois de l'individuel, c'est quelque chose qu'on ressent tous, et du collectif, puisque c'est partagé, ça évolue, du biologique, c'est le corps qui est en jeu, et du culturel. Ça pose évidemment la question des rapports entre nature et culture.
Et par ailleurs, ça pose un problème qui a été évoqué pour le chercheur, c'est que lorsqu'on étudie les sensibilités, on a les notes qui sont en jeu immédiatement. Bon. Donc c'est une exigence de réflexivité. L'autre chose, c'est que si on réfléchit un petit peu, au fond, il n'existe pas de société dans lesquelles les sens, les émotions, les sentiments ne soient pas impliqués. Vous ne pouvez pas faire d'histoire sociale, culturelle, politique sans recourir au sens. Ou alors c'est vraiment, puisque le centre Norbert Elias nous invite, ce que disait le sociologue Norbert Elias, c'était toute enquête qui se prive de ce champ-là entre dans un champ de fécondité médiocre. On ampute beaucoup trop le questionnaire si on oublie ce problème-là. Et le problème, c'est que les sciences sociales et l'histoire ont une gêne, effectivement, avec ce chantier-là. Alors, on peut tracer des généalogies, si ça vous intéresse, on pourra en rediscuter après. Il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé dessus, mais il y a encore, même si aujourd'hui on parle beaucoup de l'histoire des émotions comme un champ novateur, d'une part, il n'est pas tant que ça, et d'autre part, il n'y a pas tant de chercheurs que ça qui s'y intéressent. Ça, c'était le premier constat. Et le deuxième, c'est le paradoxe suivant, qui fait qu'aujourd'hui, les émotions, les sens sont omniprésents. Il suffit juste de réfléchir aux réactions qui ont lieu après les différentes vagues d'attentats qui ont secoué le pays. Et puis les interactions qui sont nées assez vite, selon laquelle, quand les attentats ont lieu dans un pays, on a une émotion très forte. Quand le même attentat a lieu dans un autre pays, l'émotion est moins forte. Pourquoi ? Il y a manifestement une géopolitique des émotions qui doit être questionnée, donc l'émotion ne va pas de soi. Mais c'est des questions beaucoup plus quotidiennes. Ce qui nous avait surpris, c'est ce qu'on appelle par exemple le neuromarketing. Je ne sais pas si vous connaissez cette affaire. Ce sont des techniques de vente qui visent en fait à créer ce qu'ils appellent des facteurs d'atmosphère pour suggérer en vous des stimuli qui vont vous inciter à l'achat. Voilà, c'est-à-dire que les sens et les sensibilités, au fond, donneraient une espèce d'ingénierie du sensible qui vous ferait faire des choses auxquelles vous n'avez pas forcément envie de faire au départ. Et évidemment, là, s'ouvre tout le champ des neurosciences. Alors voilà, ce qui est curieux, c'est que s'il y a un champ qui s'empare de la question des émotions, qui a mené beaucoup de travaux, des travaux importants, c'est précisément les sciences dites dures et tout le champ des neurosciences. Alors c'est un champ qui est très compliqué, il y a beaucoup de débats, mais il y a ce risque quand même, malgré tout, d'une espèce de mécanique des émotions qui ferait qu'on pourrait ainsi faciliter un certain nombre de gestes, d'achats, etc. Et nous, ce qui nous avait semblé, c'est que les sciences sociales avaient des choses à dire à cette hypothèse-là, que cette idée de la variation des sens, de cette instabilité temporelle du sensible, avait une voix qui devait être entendue dans cet espace-là. Donc la revue, elle naît en fait de ces doubles contextes, et elle se situe sur 3 bordures, en gros. Il y a une bordure qu'on pourrait appeler de connaissance. C'est-à-dire, elle se veut un lieu de rencontre entre différentes sciences sociales sur la question des sensibilités. Donc vous trouverez dans de l'anthropologie, de la sociologie, de l'histoire, on espère de l'économie, mais il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, de la philosophie, etc., etc. C'est aussi une revue qui se veut sur les bordures du politique. On dit souvent que l'émotion est un domaine qui est apolitique. Or, on voit bien qu'il n'en est absolument rien. Et travailler sur les sensibilités, c'est vraiment travailler sur le refus de l'idée que le monde va comme il va. En fait, les sensibilités sont probablement le lieu dans lequel la dénaturalisation des évidences est peut-être la plus forte. Et puis enfin, et ça apparaît moins dans le titre, bordure de l'expression, puisque une des volontés de la revue, et c'est un élément qui a été de plus en plus important par la suite, c'est de varier les registres d'expression et d'écriture. D'une part, par les travaux des chercheurs eux-mêmes, ils écrivent comme ils veulent. Ils peuvent faire des articles très compliqués, très ardus, ou des écritures beaucoup plus fluides et beaucoup plus simples. Et puis par ailleurs, on demande de plus en plus effectivement à des artistes de venir intervenir dans la revue, de discuter avec nous ou pas, avec cette idée qu'au fond, il y a des dispositifs graphiques, des manières de faire, des performances qui peuvent nous aider à réfléchir plus avant sur cette question-là, parce que les sensibilités, évidemment, posent la question des modes de restitution, et l'écriture n'est pas forcément la meilleure manière de rendre compte de ce domaine du sensible. Voilà un petit peu le projet de la revue, qui se veut comme ça, une espèce de plateforme de réflexion sur cette question du sensible dans l'espace contemporain. Il y a vraiment une idée de partir des problèmes d'actualité à chaque fois. Alors, son organisation répond un peu à ces objectifs, donc à quatre rubriques. Une première rubrique qui s'appelle recherche, donc là ce sont des travaux de chercheurs. À chaque fois que vous avez vu des grandes pages avec beaucoup de textes, ce sont ces articles-là qui sont très bien, je vous rassure. Donc des textes chercheurs plutôt en sciences sociales. Je vous donne juste un exemple. Dans le numéro 1 sur l'anatomie du charisme, on avait un très bon article
de la traductrice de Weber, Kalinowski, qui vraiment revient sur la façon dont Weber entend le mot charisme. Donc c'est une discussion très ardue. Dans le dernier numéro qui sort le 10 novembre, c'est-à-dire dans 2 jours, on a un texte de Georges Didier Huberman qui revient sur un texte qu'il avait écrit il y a quelques années sur l'hystérie. Le numéro 3 qui va apparaître parle du paroxysme, les corps au paroxysme, les situations d'excès dans la sensation. Et donc là, il y a un très beau texte sur l'hystérie, comme étant un corps qui refuse en quelque sorte l'assignation médicale. La deuxième partie, c'est une partie qu'on a appelée expérience, où là, on va avoir des expérimentations graphiques plus poussées. Donc c'est là qu'on va avoir de la bande dessinée, de l'art plastique, du cinéma, de l'art contemporain, etc. Je vous donne juste un exemple. Dans le dernier numéro, là, apparaît toujours, on a une performance d'Abraham Poincheval. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un artiste qui s'est enfermé dans une pierre pendant 7 jours. Vous connaissez le mot. Et donc, du coup, c'est une expérience paroxystique du corps. Je pense que vous serez un peu d'accord avec moi. Et il revient sur cette expérience-là. Il explique un peu comment ces sensations sont petit à petit délitées, comment l'impression que son corps était a fini par se défaire. Il raconte qu'à un moment, il touche quelque chose. Il se demande ce que c'est. En fait, c'est son propre pied. Il avait oublié la conscience qu'il avait de son corps. Donc, c'est une expérience qui est extrêmement intéressante pour nous. Voilà, typiquement quelque chose que l'art peut faire, que les sciences sociales ont du mal à capter. On a ensuite une partie qu'on a appelée dispute, qui se veut un lieu de débat entre les sciences sociales. Souvent, c'est un texte classique des sciences sociales qui est rediscuté par des chercheurs actuels. Par exemple, dans le prochain numéro, encore une fois, c'est un texte sur la fête des Holi. Je ne sais pas si vous connaissez la fête des couleurs en Inde. Un texte très célèbre d'un anthropologue qui s'appelle Makim Marriott, à qui on a fait boire un breuvage hallucinogène, donc il se demande un peu ce qui lui arrive, et puis après il essaie de remettre un peu d'ordre dans ses sensations. Et puis c'est discuté par 2 anthropologues qui reviennent un petit peu sur l'importance de ce texte-là dans la compréhension de ces rituels de sortie de soi. Et enfin, on a une dernière rubrique importante pour nous qui s'appelle « Comment ça s'écrit ?» On demande à des chercheurs, pour l'instant essentiellement des chercheurs en sciences sociales, de raconter les enjeux de leur propre écriture. Donc on a eu pour l'instant des textes d'Arlette Farge, très beau texte, où elle revient sur justement la question là vraiment de l'émotion comme moyen d'entrer en contact avec les sociétés du passé. On a un autre texte d'un anthropologue qui s'appelle Alban Bensa, qui est très intéressant, qui est un spécialiste de l'Océanie, qui se demande au fond qu'est-ce que l'écriture scientifique à l'occidentale fait ou ne fait pas aux manières de se raconter des sociétés qu'il a étudiées pendant des années. Et dans le dernier, on a un texte d'Alain Corbin, qui est un historien, un grand historien des sensibilités, qui revient sur les enjeux de l'écriture. Notre idée, c'est que ces rubriques peuvent être mobiles. Dans le numéro 2, on a mis l'expérience avant la recherche. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être enfermé à chaque fois dans un cadre. L'idée, c'est que ces cadres peuvent être en permanence déplacés, redéplacés, en fonction soit du sujet, soit des envies de l'équipe qui prend en main le numéro. Voilà un peu la présentation de cette revue. Ouais, je crois que la création graphique est de Mélie Giusiano. C'est ça. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment vous l'avez rencontré et puis comment vous avez travaillé la question graphique de la revue? Ouais. Alors ça me permet tout d'abord de rappeler une chose, c'est vraiment un travail collectif. Donc, nous, au départ, on était 4. Il y avait Christophe Granger, Clémentine Villeneuve-Dalnaquet, Hervé Mazurel et moi-même. Puis, on a une équipe derrière. On a une belle aventure éditoriale, c'est celle de cette maison d'édition qui s'appelle Anna Mosa, qui est dirigée par Chloé Paté. Une jeune maison d'édition qui a eu le courage, il faut le dire vraiment, de se lancer dans cette aventure. Parce qu'une revue comme ça, évidemment, ça coûte cher. Une qualité graphique qui est très nette. Ça demande un certain type de papier. Enfin, c'est un pari quand même de sa part. Et elle a amené avec elle son équipe graphique, dont Mélie, qui pour l'instant habille littéralement la revue. Alors comment ça se passe à chaque fois? Il y a un long aller-retour, on lui expose le thème, on lui envoie les textes, elle les lit, elle nous fait un premier retour. En général, on n'aime pas. Donc on grogne chacun. Après, elle revient avec d'autres propositions, et puis petit à petit, elle s'approche de quelque chose qui nous convient vraiment bien. Puis elle arrive toujours un moment où nous, on s'y attend pas, elle va un petit peu au-delà de ce qu'on avait prévu. Et pour l'instant, on a eu ça à chaque fois. C'est-à-dire que c'est une vraie discussion au sens fort du terme. C'est-à-dire un échange dans lequel on a des désaccords et qui aboutit à des résultats qui, en tout cas, nous surprennent et dont elle, je crois, à chaque fois, elle est très contente. Je donne juste un exemple dans le numéro 2, qui est sur la maison. Il y a eu cette idée de faire des seuils, ce qu'on a vu, je ne sais pas si vous avez vu les photographies là. Donc l'idée, c'était que chaque rubrique était ouverte par un seuil, c'est-à-dire comme quand on rentre dans une maison d'une certaine manière. Et c'est voilà.
Et c'est elle qui a eu cette idée hein, de créer cet espace-là qui donnait où la forme correspondait de mieux en mieux à l'objet d'une certaine manière, avec en plus un jeu de miroir, puisque c'est des photos de maisons qui servent de seuil dans la revue qui traite de la question de la maison et des sens de la maison, etc. etc. Donc vous voyez, voilà, moi ce que j'avais estimé être une excellente idée, on ne l'aurait jamais eu tout seul. Donc elle est une actrice à part entière de l'existence même de la revue. Est-ce que tu veux dire quelques mots aussi par exemple, vous avez invité donc le Pérou à intervenir dans ce numéro autour de cet article-là, qui parle aussi un peu de la part d'inventivité qu'il y a eu à Calais, donc avant le démantèlement du camp. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu, par exemple, de ce travail avec Sébastien Thierry et le Pérou ? Alors, donc, le numéro 2 s'intitule « Les sens de la maison », donc les sens aux deux sens du terme, enfin aux trois d'ailleurs du coup, sens sensible, sens orientation, sens signification. Et il s'agissait de voir toutes les implications que revêtait le fait d'habiter quelque part au fond. Donc évidemment, la question qui s'est vite posée, c'est qu'est-ce que ça fait de ne pas habiter quelque part, hein, de ne pas avoir de lieu. Encore une fois, je vous ai dit, la revue a comme une vocation critique très forte, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée, à partir de thèmes comme les sensibilités, d'investir des questions d'actualité et de montrer en quoi le sensible permet de donner sens à des éléments d'actualité qui, à force d'être répétés, finissent par être un petit peu oubliés. Donc c'est dans ce cadre-là en fait, qu'on a rencontré le groupe Pérou, qui a travaillé pendant très longtemps dans la jungle de Calais, qui a multiplié en fait, les modes de narration, de restitution, de l'expérience vécue à Calais, en insistant énormément sur précisément la reconstruction du lieu. C'est-à-dire comment on reconstruit un lieu quand on n'a rien. Alors c'est des images qui sont très fortes, hein, c'est très impressionnant. Ça tient parfois à rien. Il y a un texte de Jack London très célèbre qui s'appelle « Construire un feu ». C'est vraiment de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on se réunit, on s'empare d'un espace, on l'habille même parfois avec des éléments de briques et de broc, et on finit par lui donner une identité et à l'habiter, même si au fond il n'y a rien. Même dans le dénuement le plus complet, on arrive à recréer de l'intime, de l'entre-soi, etc. Et voilà un bon exemple, c'est que leur travail... à partir donc de carnets de croquis, de photos, d'entretiens, etc., montre comment ces gens-là arrivent à recréer des espaces à soi dans le dénuement le plus total et à montrer tout l'enjeu en fait, politique qu'il y a derrière la question de l'habitat et de l'absence d'habitat, de la mise à l'écart. Donc le sensible permet d'une certaine manière de réinvestir la créativité qui est à l'œuvre dans des groupes sociaux qu'on voit toujours que de très loin ou comme étant soumis à des espèces d'aléas dont eux-mêmes ne seraient plus les acteurs au fond. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vais peut-être pas monopoliser la parole, oui. Est-ce qu'on peut voir du coup cette revue comme un retour en force du sensualisme? Oui et non. Oui, dans la mesure où il y a cette idée que les sens doivent être réinvestis et qu'ils donnent accès à des formes de vie qui autrement nous échappent, ça c'est vrai. Et non, dans le sens où vraiment, nous, notre idée, c'est qu'il n'y a pas un domaine du sens qui serait séparé du reste du monde social et du reste du monde politique. Vous pouvez pas... je donne juste un exemple très bête. Moi, je travaille sur les révolutions, par exemple. Faire de l'histoire des révolutions sans faire appel au sens, aux émotions, c'est-à-dire le fait que les révolutionnaires vont casser les lampes, casser les horloges, mettre en avant des émotions qui sont capables de faire sortir des cadres légaux tels qu'ils existent à un moment donné, c'est ne rien comprendre au phénomène révolutionnaire. Et pourtant, on est vraiment dans le registre du politique le plus pur. De la même manière, si vous faites de l'histoire sociale du 19e siècle et que vous étudiez les ouvriers boulangers, vous apprendrez qu'ils utilisent leur sueur pour faire lever la pâte à pain et que lorsqu'on essaye d'emballer tout ça dans un discours beaucoup plus technique, avec des recettes qui pourraient être reproductibles et échangées comme ça d'un espace à l'autre, il y a une résistance des ouvriers qui disent que non, c'est mon corps qui produit ce pain. Et on ne comprend pas ces enjeux qui sont pourtant des enjeux de lutte très forts du 19e siècle sans cette dimension corporelle du social. Donc il y a aussi cette idée
de bien, comme on dit souvent, il ne s'agit pas de faire l'étude des sensibilités comme un objet fermé, c'est une étude du monde social et politique par le biais des sensibilités. Donc rien n'y échappe en un sens. Donc moi je suis géographe et je me réjouis qu'il y ait une revue consacrée aux émotions, parce que en fait en France il n'y en a pas. Enfin, il y a des revues qui abordent ces questions-là plus ou moins, mais vraiment consacrées aux sensibilités, c'est quand même une grande première. Donc je salue l'initiative. Et voyant tout le travail graphique, la question de l'esthétique voilà, qui est évidente quand on voit la revue, je me demandais comment est-ce que le fait de mobiliser des écritures ou différents types d'expressions, est-ce que ça a un impact sur votre conception de l'écriture scientifique, et est-ce que c'est des questions qui vous habitent voilà, plus généralement à la fois dans le comité et peut-être plus largement, puisque ces écritures, elles peuvent permettre de traduire des émotions, et on est un peu démunis en tant que scientifique avec l'écriture scientifique. Et en même temps, je pense pas que le texte scientifique soit irréductible au fait de traduire des émotions. C'est aussi les normes et les conceptions voilà, qui bloquent. Et ce matin, on a eu l'intervention sur l'intellectualité, la non prise en compte de la sensibilité dans la recherche, etc. Enfin voilà, je me posais un peu ce genre de questions. Merci beaucoup. Alors, j'aurais envie de dire, c'est presque un peu dans l'autre sens que ça s'est passé. C'est-à-dire nous, on part d'une interrogation sur notre propre écriture. Moi, je suis historien. Les autres membres du comité de rédaction aussi, pas dans le comité scientifique où là, c'est beaucoup plus large. Mais on considère que dans notre écriture d'historien, on a besoin à la fois de faire preuve, on a besoin à certains moments de recourir à la poésie si on veut capter des choses qui nous échappent et qui nous sont plus compréhensibles. Là, dans le dernier numéro, justement, le texte d'Alain Corbin, voilà quelqu'un qui typiquement a cette écriture-là. Vous avez de la source, vous avez de l'administration de la preuve, vous avez un rappel de l'historiographie, des enjeux épistémologiques, et puis une espèce d'écriture qu'on a jugée un moment trop littéraire, mais qui, au fond, grâce à ça, permet de donner chair à des émotions qui ont disparu et qu'on n'est plus capable de retrouver aujourd'hui. Il a écrit un très beau texte sur les cloches de la Terre. Il vous explique comment, finalement, le son des cloches au début du XIXe siècle était très important, marquait la vie. C'est dissipé au cours du 19e siècle parce qu'entre-temps, on a eu des montres, donc c'est tout un autre monde en fait, qui s'est mis en place. Et son écriture permet de ressentir ça. Donc nous, on parle de ce besoin-là au départ, et d'une certaine manière, pour nous, ça, c'est presque un multiplicateur sensoriel. C'est-à-dire qu'on demande aux gens de venir tester leur façon d'écrire, de raconter la réalité ou au contraire de raconter des rêves, afin que ça vienne enrichir notre propre pratique d'écriture. C'est un peu dans ce sens-là qu'on le comprend, mais ce qui est intéressant, c'est que la plupart des artistes qui veulent intervenir dans la revue le font un peu avec cette même idée-là, d'une certaine manière, c'est de soumettre leurs propres modalités de restitution des expériences aux critères d'une revue en sciences sociales. Donc là, il y a vraiment cette question de l'échange, et à chaque comité scientifique, la question revient systématiquement comme une question majeure. Cette idée qu'au fond, il y a différentes manières d'accéder au monde, elles n'ont pas la même efficacité ni la même capacité de démonstration, et qu'il faut essayer de les apprécier toutes si on veut enrichir notre manière de travailler sur cette question des sensibilités. J'avais une question sur votre rubrique dispute. Et je voulais savoir si dernièrement il y a eu des débats assez violents entre historiens suite à la publication de l'ouvrage de Jablonka, qui a suscité tout un tas de rebonds dans les journaux, etc. Et son livre manifeste, la littérature, son livre manifeste sur l'histoire est une littérature contemporaine, pose une question intéressante par rapport à ce qui nous préoccupe ici, du rapport entre les disciplines, parce que dans cet ouvrage, il insiste sur la situation où jusqu'à la fin du 19e, il n'y avait pas une hyper-spécialisation et que donc il y avait beaucoup plus de relations entre des types de savoirs. Donc est-ce que dans cette rubrique dispute, vous avez l'intention
de faire écho à ce débat. Et est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ces échanges, parce que vu de loin, enfin vu de Marseille, on sent qu'il y a un débat très violent autour de l'écriture, mais sans saisir forcément les oppositions des prises de parole des uns et des autres sur cette question. Oui, vu de Paris, on ne les voit pas forcément non plus, hein, puisque c'est des débats qui ne sont pas très publics en réalité. Il y a eu une prise de parole par Philippe Artière, qui a le mérite d'être très claire. Il y a eu des comptes rendus un peu sévères dans des revues, mais on ne peut pas dire qu'il y a eu un débat ouvert sur alors que ça l'aurait peut-être mérité. Sur cette idée qu'au fond, l'écriture de l'histoire... En fait, ce que dit assez justement Yvan Jablonka, c'est que l'écriture de l'histoire a toujours parti à la fiction. Ça n'existe pas une écriture, mais pas même en géographie. Il y a toujours une place qui est faite à une part de la fiction. La question, c'est quel est le statut qu'on lui assigne dans sa fonction de connaissance ou de transmission. Juste pour rappel, l'histoire naît au début du 19e siècle de la rencontre entre les enquêtes qui commencent à être faites sur le terrain et le roman. On estimait qu'à l'époque, le roman était le meilleur moyen de raconter le détail et de redonner du sens à une narration. Donc il n'y a aucun problème au début du 19e siècle, ce qu'on appelait le moment romantique, à ce que le roman est une vertu scientifique. Il n'y a pas vraiment eu un moment absolument scientifique de l'histoire par ailleurs. Donc cette question, elle revient en fait plutôt par cycle, qu'on aurait eu un moment où ça aurait été très présent, puis disparu, puis ça reviendrait. Ce que dit d'intéressant dans son livre, Yvan Jablonka, sur l'histoire est une littérature contemporaine, c'est cette idée que le raisonnement historien, et ça je suis assez d'accord, ne se coule pas nécessairement dans l'écriture académique. C'est-à-dire que la manière de penser l'histoire, la manière de réfléchir sur les sources, la manière de prendre de la distance avec son objet, est passible de différents registres narratifs. Ça peut passer par la BD, par le cinéma, par plein... Ça je pense que c'est assez vrai. Après, la question qui a été posée dans son dernier livre, au fond, c'est où est la place de l'histoire et de l'apport historique dans son enquête. C'est là que se pose le problème. C'est au fond, tant qu'il y a une tension entre les deux, cette tension elle est bénéfique pour les deux dimensions. À partir du moment où on a l'impression, et moi je ne l'ai pas lu parce que quand les livres sortent avec un tel débat, j'ai tendance à attendre un petit peu. Donc je ne peux pas vous donner un avis, c'est juste un avis sur la façon dont le débat a été posé. Mais si on a l'impression qu'à un moment ou à un autre, un type d'écriture passe absolument par-dessus l'autre et qu'il n'y a plus de connaissances neuves apportées par l'enquête, à ce moment-là, évidemment, le débat est relancé. Donc tout le débat porte là-dessus. Pour Yvan Jablonka, dans son écriture, il aurait trouvé le juste milieu entre une écriture libérée des codes académiques et l'enquête scientifique. Et les autres lui répondent « Non, on ne voit pas où est l'apport scientifique de cette écriture littéraire ». Bon, maintenant, je vous laisse lire le livre, puisque moi-même, je ne peux pas vous donner d'avis très précis là-dessus. Mais ces débats-là, ce que j'ai envie de dire, ils ne sont pas vraiment neufs, en fait. Ils ressurgissent périodiquement. Il y a eu un grand débat dans les années 1980. Il y a un numéro de la grande revue des annales qui s'appelle « Les savoirs de la littérature ». Donc, ce n'est pas vraiment une découverte, en un sens, cette question-là. Mais ça aurait parfaitement sa place dans la revue. Ah, voilà, c'est ça qui... Évidemment. Mais la revue, elle est imprégnée de cette problématique-là. Question. Oui. Moi, j'ai une question par rapport aux artistes que vous invitez et aussi, encore une fois, par rapport au travail avec le graphiste ou la graphiste. Parce que je pense que vous avez dit quelque chose comme... vous envoyez les textes et elle fait une première proposition et vous êtes normalement pas trop d'accord. Et donc, voilà, il y a quand même... je me pose plusieurs questions. Donc, est-ce que aussi parfois, elle n'est pas d'accord avec vos textes, par exemple? Et est-ce que ça change votre façon d'écrire? Donc, à quel point est-ce que vous êtes prête de aussi mettre en question vos propres outils ou vos façons de travailler ensemble? Et là, pareil, par rapport aux artistes, parce que, juste après, c'est la première fois que je viens de découvrir les propositions, là, les premiers 2 numéros, et j'ai quand même l'impression que les interventions, elles sont quand même bien
séparés, donc ce sont quand même des espèces de chapitres, de layouts différents, mais je vois pas trop on va dire d'interface entre les interventions, ou peut-être aussi des confrontations plutôt qui sont pas à résoudre, ou des conflits visuels, verbaux. Et je me demande à quel point vous acceptez ce genre de bugs ou de... Alors, des bugs, on n'a que ça pour l'instant. Sur la première question, c'est vraiment une bonne question. Alors, les textes sont pas remis en cause dans la mesure où on fait les commandes. En revanche, elle peut très bien nous dire qu'elle n'est pas d'accord avec l'interprétation qu'on fait du texte. Et dans ce cas-là, nous, l'idée qu'on a de la distribution des textes, par exemple, ou de la façon dont on va les présenter, ou des images qu'on va choisir pour les mettre en scène, ou la place qu'on va leur donner, ou la façon dont on va découper, ça, on change sans aucun problème. Parce que c'est des choses qu'on sait moins bien faire, déjà d'une part, et d'autre part, nous ne sommes pas maîtres de l'interprétation des textes que l'on propose, heureusement en un sens. Donc là, la discussion se fait vraiment dans les deux sens, mais on ne va pas demander à un auteur de réécrire son texte si la graphiste n'est pas d'accord avec sa représentation. Pour l'instant, on ne le fait pas, en tout cas. Alors, sur la deuxième question, c'est très juste. C'est un problème qu'on s'est posé dès le début. Alors, ça, c'est en devenir. C'est quelque chose qu'on aimerait bien pousser un peu plus loin. Si je fais une version optimiste pour défendre la revue, puisque c'est quand même un peu mon rôle aussi, je dirais que quand on a changé, qu'on a fait passer la partie expérience en premier avant celle recherche pour le numéro 2, c'était un peu ça qu'on avait en tête. C'était l'idée qu'on n'a pas de hiérarchie volontaire des registres entre les deux. Par ailleurs, dans la rubrique expérience, on a beaucoup de chercheurs en sciences sociales qui s'essayent à l'exercice ou qui travaillent avec un artiste, notamment là dans le dernier, on a un échange entre un historien et un auteur de BD sur ces questions-là. En revanche, ce qu'il faudrait, c'est plutôt dans la partie recherche qu'on ait des écritures d'artistes. Pour l'instant, ça, on ne l'a pas encore. Mais ce n'est pas un refus de notre part, c'est des choses qu'il faut qu'on pousse un petit peu plus loin, en réalité. De la même manière, pour l'instant, la discussion avec les artistes, on les a autour de leurs œuvres sur une commande, pas encore autour de la confection d'un numéro, mais ça aussi, ça va changer, parce que on va faire rentrer des personnes dans le comité scientifique pour ça, justement. Donc ça, c'est une discussion qui est en train de se mettre en place. On verra après ce que ça donne. Nous, l'idée, encore une fois, si vous voulez, il faut bien comprendre. Moi, je suis historien, j'ai mon espace d'écriture en tant qu'historien, j'ai mes méthodes, etc. Ça, cette revue, c'est pour moi un moyen d'approfondir, de discuter, de mettre en danger certaines de mes certitudes. Ça me sert à ça. Donc, et c'est pareil pour mes amis. Donc, c'est vraiment un lieu pour nous d'expérimentation au sens fort du terme, parce qu'on n'y risque rien sur nos propres plans personnels. Ça nous demande beaucoup de travail, mais on en tire beaucoup de bénéfices pour notre propre réflexion sur notre discipline. Donc on n'a aucune logique de gardien du temple vis-à-vis de la revue. Au contraire, la revue doit vraiment nous aider à faire bouger un peu tout ça. Oui, une dernière question, parce que... Oui, c'est pas exactement une question, parce que au fond, votre présentation m'évoque un certain nombre d'expériences qui sont menées, et en particulier une expérience qui est menée ici même avec la revue Technique et Culture, dont vous avez sans doute entendu parler, qui s'est rénovée récemment et qui justement essaye de trouver d'autres manières de raconter la recherche, de raconter les sciences sociales, de raconter le rapport entre technique et culture. Alors, je vous passe ces détails, mais ça va d'abord dans une manière de présenter les choses, d'une part sous une forme papier et sous une forme numérique. Je ne sais pas si vous-même, vous avez aussi une version numérique, et une version numérique évidemment différente et complémentaire de la version papier. Et puis, il y a cette idée que portent les rédacteurs de la revue, qui est de trouver aussi d'autres modalités de traduire ces travaux, et en particulier donc de traduire des questions que vous abordez, la question de la sensibilité, de l'interaction. Et donc, l'idée, c'est effectivement, et je pense que ça a été d'ailleurs utilisé dans les derniers numéros, c'est de travailler avec le roman photo, la bande dessinée, et effectivement, sous forme numérique, la référence à l'image animée. Donc ça, je voulais peut-être vous poser la question sur l'image animée dans votre travail. On peut prendre les deux dernières questions. Oui, voilà, l'autre question, et puis tu fais une réponse.
Oui, bonjour. Moi, j'ai une question concernant le choix des disciplines convoquées dans la revue. Mais sans doute, c'est une question qu'on pouvait poser aussi au monsieur qui vient de parler. Et je me demandais quelle était la place de l'histoire de l'art. Et c'est une question que je peux ouvrir aussi, j'en discutais déjà avec Vanessa hier, à l'ensemble des interventions qui ont eu lieu depuis hier, puisque on parle de méthodes communes. Ce matin, on parlait du fait que nous étions tous les enfants de la déconstruction, et l'histoire de l'art est aussi l'héritière de ce moment où on s'interroge sur l'épistémologie, donc la rupture épistémologique des années 70, donc la discipline a inventé une nouvelle forme. Et j'entends depuis hier des discussions sur les œuvres, des discussions sur les sciences sociales, la philosophie, et je m'interroge sur la place ou ou l'absence de place donnée à l'écriture sur l'art. Et de fait, je m'interroge aussi au statut des productions artistiques, puisque on a discuté de l'objectivité, de la subjectivité. Donc là, je reviens sur l'épistémologie, la rupture épistémologique. On a discuté de format artistique, format de l'écriture scientifique, qui pourrait se réinventer, qui trouve d'autres outils. Mais il y a aussi une spécificité de la production artistique qui est formelle, et dont discute l'histoire de l'art, non pas... justement en inventant de nouvelles façons d'adresser ces qualités formelles. Et dans la qualité formelle, on y place le régime politique. C'est-à-dire que le politique n'est pas un terrain, nécessairement, ou pas qu'un terrain, mais est absolument lié aux formes. Voilà, donc je voulais poser cette question un peu à l'ensemble, et en particulier à vous, pour cette revue. Oui, alors... Je vais répondre rapidement à toutes les questions, mais rapidement du coup. Sur la question de l'image animée, donc il va y avoir une version numérique de la revue, mais c'est quand même une vraie question, vu le travail graphique qui est fait, ce qui sera gagné ou perdu. Pour l'instant, ça n'en sait rien, hein, c'est en chantier. Les seules images animées qu'on a mises, c'est dans le numéro 2 des commentaires du film d'Hitchcock. Voilà, qui tourne entièrement, enfin dont la maison est le personnage principal. Donc du coup sur une forme très inanimée, mais qui essaie de restituer d'une certaine manière le mouvement de l'image. Deuxième chose, j'aimais bien cette idée de confrontation, c'est-à-dire que l'idée c'est pas que tous arrivent avec le même arrière-plan, le même arrière-fond. L'écriture de l'histoire a un rapport à l'archive, c'est la preuve que n'ont pas d'autres types d'écriture dans les autres sciences sociales ou même dans les autres disciplines artistiques. On n'arrive pas à une espèce d'échange heureux comme ça qui se ferait de lui-même. Au contraire, il y a une confrontation assez forte sur les attendus de chacune de ces disciplines. Je pense qu'il faut maintenir aussi l'existence de différences entre ces différents regards si on veut que leur frottement produise quelque chose d'intéressant. Et ça, c'est en discussion au sein de la revue, et ça va assez loin. C'est-à-dire que tous les historiens ne sont pas forcément d'accord avec l'idée que l'histoire est une littérature contemporaine, avec de très bons arguments. Donc la question du réel du passé est un lieu d'interrogation qui reste assez fort. Sur la question de l'histoire de l'art, j'ai pas l'impression que dans la revue, elle soit si abandonnée. Par exemple, dans la présentation de... Mais c'est que le numéro 3 n'est pas encore sorti. De l'œuvre d'Abraham Poincheval, la discussion est vraiment une discussion sur les formes, et des formes comme enjeu politique, tout comme le texte de Georges D. Huberman, qui fait partie du comité scientifique, sur l'hystérie, qui est précisément une forme physique qui devient forme artistique, qui résiste à un pouvoir médical, et qui donc est elle-même une espèce d'indicibilité du corps. Donc c'est présent. C'est vrai qu'on ne le met peut-être pas assez en avant parmi les disciplines qu'on convoque. Ça, c'est peut-être un mauvais réflexe plus général. Mais cette réflexion sur les formes est très présente dans la revue, au contraire. Enfin, je vous invite à regarder pour vous en assurer, mais je suis à peu près sûr de moi. C'est bon ? Il faut qu'on s'arrête. Merci beaucoup. Merci Quentin.